Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes sur LCI et nous tenions à vous dire, Magali et moi, que LCI s'est associé à cet hommage national à Florian Montorio avec beaucoup d'émotion, bien évidemment, puisque nous parlons beaucoup, nous, sur LCI, vous le savez, de la situation internationale, de la guerre, des guerres qui se déroulent en ce moment. Donc Florian Montorio est tombé samedi 18 avril, il y a quelques jours, au champ d'honneur. Il était sergent-chef, le voilà désormais adjudant-chef. Il était à 3200 km de son cher sud-ouest. Vous voyez ici, nous sommes dans le 17e régiment du génie parachutiste de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, mais il n'a pas atterri, si je puis dire, par hasard dans cette géographie-là. Florian Montorio, car c'est un homme du Sud-Ouest. On connaît ses engagements dans la ville. Ils ont été évoqués par la ministre lors de ce discours. C'est un homme qui adorait le rugby. Il jouait au rugby club de Dunes, tout près d'Agen. Vous voyez, entre Agen et Valence d'Agen, une région que je connais bien. Il était de cette zone du Sud-Ouest, aux confins de 3 départements, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne et le Gers. Il a laissé si je me permets de parler de cela, c'est qu'il a laissé beaucoup de souvenirs là-bas. Il jouait également gardien de but dans une équipe de football. Il avait beaucoup d'engagement et le plus triste dans la mort de Florian Montorio, c'est que après s'être engagé à l'âge de 21 ans et après 19 ans, on va écouter le chef du régiment qui s'exprime à notre micro. Soldat d'exception. L'adjudant Montorio était un sous-officier parachutiste d'exception. Par son expérience opérationnelle, vous l'avez entendu lors de l'allocution de la ministre des Armées, par son engagement et les défis toujours qu'il s'est donnés pour les remonter. Il a commencé au bas de l'échelle, comme simple engagé volontaire, et il termine aujourd'hui adjudant. Mais moi, ce que je voudrais retenir surtout de l'adjudant Montorio, c'est son sens de l'exercice du commandement, le charisme qu'il avait vis-à-vis des plus jeunes notamment. Et ça, vous savez, nos subordonnés, ils ne se trompent pas, et quand ils accordent leur confiance à leur chef, c'est que le chef le mérite. Et il est victime parce qu'il a essayé de protéger le caporal Girardin. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé? Alors, je ne reviendrai pas sur les circonstances. C'est important quand même, parce que le caporal Girardin est décédé hier. J'ai une pensée pour le caporal-chef Girardin, qui n'appartient pas à la brigade parachutiste, mais avec laquelle la brigade parachutiste était engagée en opération. Et vous savez, au-delà de l'hommage qui a été rendu à l'adjudant Montorio, c'est aussi l'accompagnement de la famille qui était présente aujourd'hui, pour la soutenir aujourd'hui, mais également dans la durée. Mais enfin, cette cérémonie, elle est importante pour l'ensemble de ce régiment et de l'armée de terre. Parce que finalement, aujourd'hui, nous honorons l'adjudant Montorio, nous accompagnons la famille, mais chaque militaire de l'armée de terre et chaque soldat français aujourd'hui est confronté à son engagement, qui est de servir son pays jusqu'à la mort s'il le faut. Et cet engagement commun à tous les soldats, du général au dernier soldat, il est fondateur de la fraternité d'armes qui unit les soldats de l'armée de terre. Diriez-vous qu'il a été victime d'un crime de guerre, comme l'a dit ce matin le patron du Quai d'Orsay? Monsieur, je vous remercie et je vais rejoindre la famille pour l'entourer aujourd'hui dans ce jour de deuil. L'abnégation quand même de l'adjudant Montorio, parce qu'il a protégé ses hommes, c'est vraiment important. Écoutez, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'était un sous-officier d'exception et c'était un exemple de son vivant, et je peux vous assurer que pour les générations futures, ça sera également un exemple pour les futurs jeunes parachutistes. Le 3e mort au Moyen-Orient depuis le début de cette guerre. Merci beaucoup madame, je vous laisse et je vais rejoindre la famille. Juste un mot, la ministre dit que la France paie un lourd tribut. Sympathique. Voilà, nous avons été interrompus par la prise de parole du général, qui est le commandant du 17e régiment de génie parachutiste de Montauban, où servait ce sous-officier d'exception. J'allais vous dire, au moment où le général s'est exprimé, qu'après 19 ans de service au sein des armées, eh bien, celui auquel on rend hommage aujourd'hui avait pris la décision de quitter l'armée. Voilà, à l'âge de 40 ans, il allait fêter ses 40 ans au mois d'octobre, de quitter l'armée pour se consacrer à sa famille, et c'était donc sa dernière mission qu'il menait au sein de la FINUL au Liban, mesdames, messieurs. Donc c'est d'autant plus triste, c'est un fait que je voulais porter à votre connaissance. Voilà. Donc nous nous sommes associés à LCI à cet hommage national à Florian Montorio, et nous allons maintenant, si vous êtes d'accord,
passer à l'actualité qui est assez inquiétante, il faut le dire, Magali Lunel, avec encore une fois ce détroit d'Ormuz, sur lequel nous allons nous appesantir un petit peu, parce que là-bas, les arraisonnements et les coups se succèdent les uns et les autres, et désormais, ce sont les soldats iraniens, la marine iranienne, qui arraisonne à sa façon, vous allez le voir, parce qu'ils ont tourné des images assez impressionnantes, les Iraniens, qui arraisonnent à sa façon des pétroliers et des navires civils. La situation est extrêmement tendue. Vous entendrez des nouvelles menaces de la part du régime iranien, des toutes nouvelles menaces qui, si elles sont mises en exécution, elles sont terribles. Et puis, ce régime qui, pour la première fois, publiquement, fait une déclaration fracassante sur le nucléaire. Là aussi, vous pourrez l'entendre au cours de l'émission, mais en tout cas, les incidents se multiplient dans ce détroit d'Ormuz, et c'est ce que nous allons voir dans un instant avec des images impressionnantes. Pour en parler, Xavier de Giacomoni nous accompagne aujourd'hui. Bonjour Xavier, ainsi que Renaud Pilat, bien évidemment, comme chaque jour. Bonjour Renaud. Et nos invités, le général Patrick Dutartre, bonjour, général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse. Raya Risk, bonjour, spécialiste en géopolitique, journaliste économique. Sébastien Regnault, spécialiste de l'Iran, du Moyen-Orient, auteur de La modernité iranienne, culture, société, organisation, pouvoir et coopération, et Ahmed El-Kaï, rédacteur en chef du service Monde à Marianne. Merci à tous d'être là pour les analyses. On va commencer par les images parce qu'effectivement c'est assez spectaculaire. Ça s'est passé hier. Le régime iranien, on vous le disait, a pris d'assaut 2 navires dans ce détroit d'Ormuz. On connaissait les images américaines d'arraisonnement de navires. Vous les connaissiez, évidemment. Celles-ci sont différentes. Voici celles fournies par les gardiens de la Révolution. Hélène Bonnet, vous êtes avec nous pour tout nous dire, images impressionnantes qui donc montrent la capacité encore très grande de nuisance des gardiens de la Révolution. Absolument, l'Iran qui a lancé sa fameuse flotte moustique dont on a déjà parlé cette semaine à l'assaut de 3 cargos qui avaient tenté d'éteindre leur transpondeur pour passer discrètement dans le détroit d'Ormuz pour ensuite se rendre en Inde ou au Sri Lanka. Regardez effectivement ces images impressionnantes de l'assaut publiées par la propagande iranienne. Alors ces images, on va les décrypter avec vous. Regardez ces petits bateaux, on est sur une vingtaine de mètres maximum pour ces vedettes qui ressemblent plutôt à des bateaux de pêche et qui prennent à l'assaut des cargos qui font quasiment 300 mètres de long. Donc ça paraît assez inéquitable et pourtant, eh bien ça fonctionne. Vous avez à bord de ces petites navettes des hommes, vous voyez, cagoulés, armés de mitrailleuses, alors que sur ces bateaux marchands, eh bien il n'y a pas d'armes pour se défendre. Et comme ça, ils peuvent pénétrer à l'intérieur de ces bateaux. On les voit prendre le contrôle ici bien de la salle de la salle de pilotage en quelque sorte où se trouvait le personnel navigant. Il n'y a pas eu de sommation au moment où ces vedettes ont fondu sur ces gros cargos. Il semblerait que l'un des navires ait été endommagé. Et puis il y a d'autres images, cette fois satellites impressionnantes où l'on voit les vedettes, plusieurs dizaines de vedettes qui retournent vers les côtes iraniennes, ce qui montre que ces attaques, eh bien, elles ont lieu en essaim. Bilan des opérations, eh bien 2 cargos sur 3 que l'on voit ici sur ces images satellites ont été saisis et ramenés dans des ports iraniens. Ils sont sous contrôle du régime. Le 3e cargo, l'Euphoria, a pu prendre la fuite. Écoutez ce que dit la télévision iranienne de cette prise de gage. A été mené grâce à la surveillance des services de renseignement des forces de combat et dans le but de garantir les droits du noble peuple iranien dans le détroit d'Ormuz. Hélène, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les incidents se multiplient dans ce détroit d'Ormuz depuis ce week-end. L'Iran choisit la manière forte alors que le cessez-le-feu est toujours en cours. Oui, absolument, avec des décisions qui semblent être prises par les éléments les plus durs du régime et non par ceux qui, ces derniers jours, étaient les négociateurs de l'Iran. Le pays maintient tout de même un équilibre dans l'escalade. Si l'on écoute l'un des membres du Parlement, il dit ceci: c'est œil pour œil, pétrolier pour pétrolier. Autrement dit, c'est la loi, la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Ce que recherche le régime, c'est à répondre de façon symétrique, c'est-à-dire
c'est-à-dire répondre au blocus maintenu par Donald Trump. D'ailleurs, on a vu ces derniers jours que les Américains avaient eux aussi arraisonné un cargo, le Tuska, et puis aussi un autre pétrolier dans l'océan Indien. L'Iran aussi envoie d'autres signaux pour montrer les muscles à travers notamment des fresques que l'on voit fleurir dans la capitale Téhéran et dans le reste du pays, des images de défis avec un message derrière. Un message politique et un message militaire. Le message politique est à l'adresse de la population iranienne et le message militaire est à l'adresse des États-Unis. Renaud Pila, c'est un vrai tournant, ce qui est en train de se passer dans le détroit d'Ormuz, là, parce que les Iraniens s'y mettent à la manière forte. Oui, les Iraniens s'y mettent parce qu'ils se sentent en état de force. À partir du moment où Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu, plus de deadline. Il y a eu une misinterpretation, un manque de compréhension. On avait cru aux États-Unis qu'il y aurait entre 3 et 5 jours de date limite pour les négociations, et Trump a dit cette nuit, non, il n'y a plus de limite, on veut un accord. Donc les Iraniens sont en position de force, ils tiennent Ormuz, ils sont maîtres à Ormuz, et ils veulent montrer heure par heure que désormais, ce sont eux qui tiennent ce détroit. On est passé du dossier nucléaire au dossier d'Ormuz, et franchement, aujourd'hui, à la mi-journée, on ne voit pas comment ce détroit peut bouger et comment les incidents peuvent baisser en intensité. Ils sont de plus en plus importants. Général Dutartre, que dire de la façon dont procèdent les Iraniens? Alors, c'est pas l'arraisonnement, en mode hélicoptère, comme l'ont fait les Américains il y a quelques jours. C'est avec les fameuses vedettes rapides. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure sur les dernières informations sur les armes, les équipements militaires dont disposent les Iraniens. C'est beaucoup plus important qu'on ne le pensait selon des toutes dernières informations américaines. Mais bon, revenons sur la technique. Sur la technique, je veux dire que les Iraniens ont beaucoup de chance. Beaucoup de chance que Trump a dit « Ok, pour l'instant, pas d'incident ». Parce que ça, mais avec un hélicoptère de combat ou avec un drone ou avec un avion de combat, boum boum, il n'y a plus de vedettes. Mais je veux dire que c'est pas long. Il suffit de mettre ce qu'on a fait nous ailleurs, des norias d'avions ou des choses comme ça, de jour ou de nuit, la moindre vedette qui sort, boum boum. Donc ça sent spectaculaire comme ça. Je peux vous dire que vu du ciel, c'est extrêmement rapide à intercepter. Donc pour l'instant, il y a une sorte de statu quo en disant on laisse faire entre guillemets. Mais ça, c'est extrêmement facile à intercepter. Extrêmement facile à intercepter. Mais ils se sentent tout puissants parce qu'ils peuvent le faire. Vous dites que ils peuvent le faire. Alors ça, c'est un autre aspect. Il y a un autre aspect politique ou diplomatique, c'est-à-dire que Trump, en disant on repousse sine die l'ultimatum, effectivement là, quelque part c'est maladroit parce que du coup il dit parce que je veux absolument un accord, il laisse comprendre qu'il veut absolument un accord, et donc du coup les Iraniens se sentent en position de force. Un mot sur les images qu'on voit, parce que ces images où on voit la façon dont ils abordent et ils montent à bord de ce super tanker sont impressionnantes, mais il faut bien les filmer d'un point de vue. Donc elles sont filmées d'en haut. Qui les filme? Il y a un aéronef. Il y a un bateau à côté qui se met. Mais il y a des plans en hauteur. Il y a également une caméra, des drones, d'accord. Montés à bord. Il y a déjà des hommes qui sont à bord pour filmer ceux qui montent ensuite. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. En fait, je suis pas tout à fait d'accord avec Patrick. Pour une fois, c'est assez rare. Je pense que les Américains, depuis le début, évitent d'envoyer des moyens dans le détroit d'Ormuz parce qu'ils sont pas tout à fait sûrs de leur coup, en fait. Ils sont pas sûrs de leur coup sur le plan non pas des défenses antiaériennes classiques comme les utilise notre armée, l'armée américaine, mais surtout ce qu'on appelle les manpads, les lance-roquettes, grosso modo portables, que peuvent avoir les Iraniens, notamment des Igla russes ou des dérivés d'Igla russes, qui pourraient mettre en péril les hélicoptères qui interviendraient pour tirer sur les vedettes. Et en fait, pour les Iraniens, il suffirait d'en descendre un seul pour avoir un effet dévastateur sur toute la campagne américaine. Un peu comme ça s'est passé avec les Black Hawk à Mogadiscio. Pour la technique utilisée par les Iraniens... Xavier, je vais juste te dire que tu peux le faire avec un drone.
Aussi, simplement. mais ils ont déjà descendu les drones d'ailleurs. Et les risques sont plus faibles, minimes, effectivement. Bien, mais c'est intéressant. Mais ils n'ont pas le contrôle du détroit d'Ormuz, les Américains, même d'un point de vue aérien. Oui. C'est ça qui est notable aujourd'hui. Alors qu'en théorie, ils devraient largement l'avoir. Exactement. Ils ne l'ont pas. Il y a certainement une question de volonté de ne pas mettre de vie en danger. À mon sens, c'est pour éviter un embrasement, c'est-à-dire qu'on commence à tirer sur une tous les graduation. bateaux, tout ça. Non, mais en plus, Et à mon si un sens, c'est hélicoptère ça. américain commençait à tirer sur un porte-container du grand Iran. non MSC sur un À mon plus sens, grand le armateur principal, mondial, ça c'est poserait des d'éviter ce problèmes. qui s'est passé pendant la guerre Iran-Irak. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait 450 cargos ou pétroliers qui ont été coulés. Pendant la guerre des Un pétroliers. drame terrible. Et C'est-à-dire c'est ça peut-être la différence, c'est que c'était une guerre. éviter cette guerre des tankers. Yara Risque. Je pense que c'est intéressant de faire le parallélisme avec ce qui s'est passé à Bab el-Mandeb. C'était le même type de bateau, même avec Djibouti en face, les forces armées, les coalitions. On n'a pas réussi d'un point de vue militaire à complètement stopper ça. Et comme monsieur l'a dit, il suffit de quelques bateaux pour que la capacité de nuisance reste et que ça ait un impact sur tout le flux. Et sinon, je voulais dire quelque chose aussi. Là, tous les éléments avec cette montée en puissance de la violence ces quelques jours nous montrent, nous prouvent que c'est les plus durs, c'est les jusqu'au-boutistes aujourd'hui qui sont au pouvoir, les plus pragmatiques en tout cas, donc Arakchi et Ghalibaf sont beaucoup moins vocales, on les entend beaucoup moins. Par contre, celui qui tient de plus en plus le pouvoir, c'est Ahmad Vahidi, exactement. Donc c'est le chef des gardiens de la révolution. Et là, tous les éléments, le fait qu'il ne soit pas allé à Islamabad et tout ça mis bout à bout, montre qu'on est vraiment dans une autre logique beaucoup plus offensive et on dépasse le simple stade de œil pour œil, dent pour dent ou pétrolier pour pétrolier. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que ce qui a retenu notre attention aussi, c'est la réaction de la Maison-Blanche, parce qu'on se dit les incidents se multiplient, ça va de plus en plus loin. On s'attendait à ce que Donald Trump réagisse de manière assez importante. Eh bien, contre toute attente, c'est plutôt l'inverse qui est en train de se produire. Mathieu Kermat, Julie Janus, vous êtes à Washington. C'est assez spectaculaire. On a l'impression effectivement que l'administration Trump minimise ce qui vient de se passer dans le détroit d'Ormuz. Oui, absolument, Magali, et on sent bien depuis plusieurs heures maintenant que la Maison-Blanche veut mettre de l'eau dans son vin et dire finalement que tout va bien, Madame la Marquise, que nous gérons la situation. Et effectivement, Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, s'est exprimée à 2 reprises, hier d'abord sur Fox News, puis dans les jardins de la Maison-Blanche, et elle dit que ces attaques de l'Iran contre des navires internationaux ne constituent pas une violation du cessez-le-feu. Il ne s'agissait pas de navires américains, il ne s'agissait pas de navires israéliens. Donc vous le voyez, c'est une position assez surprenante de la part de la Maison-Blanche et qui relaie donc la parole de Donald Trump. Quand on sait que Donald Trump, il y a 2 jours de cela, sur son réseau social, disait l'Iran a violé à de très nombreuses reprises le cessez-le-feu. Eh bien là, pas de son, pas d'image de la part de Donald Trump sur cette situation actuelle dans le détroit d'Ormuz et sur ces attaques iraniennes. Mais effectivement, on sent bien que la Maison-Blanche veut reprendre le contrôle sur toute cette situation. Caroline Leavitt, toujours hier, expliquait bien que les États-Unis conservent le contrôle total de la situation. Le Donald Trump dispose de tous les leviers. C'est justement pour cela qu'il a maintenu une certaine flexibilité concernant la prolongation du cessez-le-feu. Donc vous le voyez ici à Washington, la Maison-Blanche, les conseillers de Donald Trump veulent dire tout va bien, nous gérons tout cela. Toujours est-il qu'un haut responsable du Pentagone s'est entretenu avec Kelly Mailer, c'est une journaliste américaine de News Nation qui est accréditée ici à la Maison-Blanche, et il lui a confié bien que l'armée américaine était toujours prête en ordre de bataille du côté du détroit d'Ormuz et du Moyen-Orient, et que le Pentagone est en mode wait and see, attendons et nous allons voir. On attend l'ordre du POTUS, du président des États-Unis d'Amérique, pour donner l'ordre d'intervenir en Iran. Vous le voyez, d'un côté, on minimise ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, mais de l'autre, le Pentagone est prêt à intervenir à tout moment. Merci. Mathieu Kerman, merci beaucoup. Ahmed El-Kei, vous vouliez la parole, vous l'avez, rédacteur en chef du service Monde de Marianne. Je vous souhaitais juste dire que nous sommes quand même dans le cadre d'un blocus des États-Unis. Qui arrête régulièrement les navires iraniens, qui les empêche de passer. Donc là, nous sommes impressionnés par l'opération iranienne d'arraisonnement, mais il y a de l'autre côté, quotidiennement,
un arrêt de la part des États-Unis, des navires iraniens, et nous sommes dans une nouvelle confrontation. Alors, elle est moins consommatrice de missiles, de moyens et de milliards de dollars, une confrontation dans le détroit d'Ormuz. D'ailleurs, les Américains sont un peu décalés, plutôt dans les eaux internationales que les eaux territoriales irano-omanaises, mais là, nous sommes dans une vraie confrontation. Il ne faut pas oublier le blocus américain. Tous les jours, les ravitaillements, les navires qui viennent apporter des denrées, parfois des armes à l'Iran, ne passent pas. Les Américains les bloquent. Donc il y en a qui passent. Pas tout à fait sûr. Alors sur certaines denrées qui auraient qui seraient humanitaires, oui, mais les Américains quand même. Non, le pétrole aussi. Hein. Alors, il y a la prise en compte aussi du partenaire commercial chinois qui est prise en compte par Donald Trump. Donc il faut avoir aussi cette vision de confrontation à l'intérieur du détroit d'Ormuz et pas insister forcément sur le côté spectaculaire seulement de l'opération iranienne. Sébastien Regnault. Oui, c'est ça, il y a un double blocus, c'est-à-dire que les Américains tiennent les bateaux iraniens et les Iraniens tiennent les bateaux occidentaux. Et finalement, il y a cette espèce de mécanique où finalement, la moindre étincelle qui remettrait le feu aux poudres, en fait, tout le monde perd, parce qu'on a un baril à $100 aujourd'hui, on a une pression économique sur cette situation qui est extrêmement forte, et donc je crois que de toutes les parties, il n'y a pas intérêt à ce que ça dérape dans une situation incontrôlable. Moi, ce qui m'a marqué dans ces images, et puis dans les images qu'on a vues ces dernières heures, si vous voulez, on avait vu les colonnes de missiles iraniens dans les tunnels, on avait vu les colonnes de drones dans les tunnels, et là, ces dernières heures, il y a les colonnes de ces vedettes rapides qui sont sorties il y a quelques heures, pour montrer, si vous voulez, les Iraniens l'ont expliqué, on a encore des cartes en main, et c'est cette nouvelle carte qu'ils ont présentée ces dernières heures. Et là, c'est une scénographie très hollywoodienne, hein, c'est là où les Iraniens utilisent les codes de la scénographie hollywoodienne pour montrer les muscles, mais en coulisses, hein, moi je ne doute absolument pas qu'il y a des concertations. Quand on regarde dans le détail des bateaux qui passent... Juste pour savoir de quoi il s'agit, parce qu'Hélène en a parlé tout à l'heure, là, ce que vous voyez, ce sont des images satellites des navettes iraniennes qui ont participé à cet raisonnement et qui retournent vers les côtes iraniennes. Toutes les traînées. On en a compté 33 a priori. Toutes les traînées blanches. Toutes les traînées blanches, ce sont des traînées sur la mer de ces navettes. Oui, il fallait décoder parce qu'on aurait pu croire une image microscopique d'une feuille d'eucalyptus. Bon, donc c'est la mer avec les traînées effectivement de ces vedettes iraniennes. Faudrait utiliser une image maritime. C'est des bancs de navettes qui peuvent et qui sont évidemment, enfin je crois que le général le disait très précisément, enfin c'est facile je crois à intercepter, mais je crois que personne n'a intérêt, parce que ce serait intercepté, on irait dans l'escalade, donc ce serait oui mais c'est pas si ça. Non c'est pas donc, si simple que ça. Je crois que on est vraiment, mais par contre oui je termine là-dessus parce que il y a ces dernières heures quand même 30 bateaux de chaque côté qui sont passés, donc c'est vous dire qu'il y a une réciprocité, c'est vous dire qu'il y a une concertation entre les Iraniens et les Américains. Il y a des voies de dialogue. Il y a 30 bateaux iraniens qui sont passés et 30 bateaux occidentaux qui sont passés. Ce n'est pas complètement anodin. Alors les 34, précisément, visiblement, c'est 34 bateaux iraniens qui ont réussi à déjouer le blocus américain. Depuis le début du blocus américain, donc c'est pas la journée. C'est pas tous les jours, oui. Non, bien sûr. Non, tout ces dernières heures. Donc nous, on voulait savoir comment c'était possible. Vous estimez que concertation, ça me paraît. Mais c'est sans doute des concertations. Si vous voulez, là, il y a l'aspect militaire. Si vous voulez, là, c'est la présentation du rapport de force militaire, et c'est tout le but de chaque partie de montrer les muscles pour faire pression sur les négociations. Mais en coulisses, évidemment, il y a Trump qui a donné un tweet hier qui était extrêmement précis et important. Il y en a à prendre et à laisser dans les tweets de Trump, mais il y en a qui sont extrêmement précis. Il a donné à l'Iran de faire une offre de proposition pour sortir de cette guerre d'une manière ou d'une autre. Je cite vraiment la phrase. D'une manière ou d'une autre, bien sûr. C'est-à-dire que vraiment, il a donné la main aux Iraniens sur... Lui, il tient l'horloge, il tient le calendrier, enfin, il tient c'est le maître des horloges, c'est lui qui cessera, qui mettrait une fin aux hostilités. Ça ne veut pas dire qu'il laisse passer les bateaux. Mais la proposition est du côté c'est iranien. les 34 bateaux qui sont passés. Ça ne veut pas dire qu'il laisse passer les navires. Non, mais c'est pour ça. Non, mais il y a une espèce de rapport de force qui s'établit. Mais il n'y a pas de communication. On va donner les informations parce que je ne suis pas sûre que les téléspectateurs comprennent. Même moi, je suis perdu. Le blocus américain était supposé être étanche. Oui. Il y a des données de navigation qui sont analysées notamment par Vortexa, c'est une société d'analyse spécialisée dans les marchés mondiaux de l'énergie et qui a remarqué que 34 navires iraniens avaient réussi à contourner ce blocus américain. L'armée américaine
dément, disant que ce sont des fausses informations. Donc on voit qu'il y a quand même une gêne du côté de Washington. On regarde la carte ? Oui. Allez, vous allez nous aider, le général également. Si on regarde la carte, visiblement, ces navires iraniens, il y en a certains qui sont partis, qui ont réussi à passer le blocus pour sortir du détroit, d'autres qui ont réussi à passer le blocus pour revenir dans les ports iraniens. Ils ont longé au plus près les côtes iraniennes qu'on voit ici en vert. Puis, au plus près les côtes du Pakistan, puis au plus près les côtes de l'Inde. Pourquoi ? Parce que ce sont les zones territoriales. Sur 12 nautiques, donc à peu près une vingtaine de kilomètres de large. Voilà, sauf que ça, c'est pour respecter le code maritime. Ça s'appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. A priori, ce sont les États qui sont souverains dans leurs eaux territoriales. Sauf que les États-Unis... C'est plus compliqué pour les États-Unis d'aller frapper dans les eaux du Pakistan ou de l'Inde. Depuis le départ, on imagine que cette route existe. Depuis la mise en place du blocus, qu'on voit donc avec les petits traits rouges là, entre la frontière pakistanaise et la pointe la plus orientale d'Oman. Donc depuis le début, on pense 300 km là. Là, comment ? 300 km à peu près. Oui, 300, 350, c'est large quand même. Même avec une vingtaine de navires, c'est pas un blocus très facile à tenir. Il peut pas être totalement hermétique non plus. C'est quand même un grillage qui est très très large. Si les navires iraniens longent dans un premier temps la côte iranienne, ils se mettent plus ou moins à l'abri des interventions américaines, dans le sens où il y a des batteries côtières, il y a des moyens d'intervention, les Américains pourraient se mettre en danger. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que dans les 12 nautiques des eaux territoriales du Pakistan, c'est plus difficile diplomatiquement pour les Américains d'aller les arraisonner. Même chose dans les eaux territoriales de l'Inde. Après, ils se diluent, soit ils livrent le pétrole en Inde, soit ils vont le livrer en Chine. C'est aussi pour ça qu'on a vu des pétroliers arraisonnés par les Américains très loin d'ici, du côté indien, mais de l'autre côté, côté oriental. Bon. Ça, c'est le point technique. En revanche, dans le point de la diplomatie, des négociations, c'est là que je peux vous retrouver, il se dit aussi que ça a été orchestré avec les Américains pour laisser une porte de sortie, pour que le régime, par rapport à sa base extrêmement dure, vous savez, les 20 millions d'Iraniens qui adhèrent totalement et qui profitent du régime des gardiens de la Révolution, ne se demandent pas ce qui se passe, pourquoi on cède comme ça aux Américains. Ça, c'est le premier point. Et puis, d'un autre côté, quel est le deal de l'autre côté ? Est-ce que les Iraniens laissent passer des bateaux ? Moi, hier, sur Hormuz, j'en ai vu passer une douzaine, pas une trentaine. On verra ce qu'il en est dans les prochains jours. Mais on sent qu'il y a des tentatives de trouver un chemin pour arriver à des négociations qui n'en seraient quasiment pas, qui ne remettraient certainement même pas au niveau du JCPOA de 2015, pour que à la fois Donald Trump et les gardiens de la Révolution sauvent la face et arrêtent cette guerre. Le plus singulier dans cette affaire, les amis, c'est quand même que l'Iran parvient à ses objectifs, c'est-à-dire bloquer des tankers, comme les Américains, alors qu'on nous dit et qu'on nous répète que les moyens aériens, la marine iranienne n'existe plus. On a sorti des images d'archives de Donald Trump qui nous dit il n'y a plus rien. Voilà, il n'y a plus rien. Et pour autant, les Iraniens y arrivent. Et Eric, pourrir l'économie mondiale. Oui, c'est surtout ça. Pourrir l'économie mondiale. Les nouvelles qu'on a depuis quelques jours sont terribles. D'où ils sortent toutes ces vedettes rapides équipées de mitrailleuses, de lance pas missiles, mais de lance-missiles, roquettes, lance-missiles également, lance-missiles. D'où elles sortent. À mon sens, le travail n'a pas été totalement fait sur la côte, en fait. On l'évoquait avec Xavier Giacomini juste avant. Ils se planquent dans des cavernes ou dans des fjords, dans des abris plus ou moins naturels d'ailleurs. Mais pour moi, la bataille d'Ormuz n'a pas elle n'a pas totalement commencé en fait. Il y a un coup de force, si vous voulez, de puissance des deux côtés, mais il n'y a pas la vraie bataille du détroit d'Ormuz. Et tant mieux. D'ailleurs, je voulais rajouter juste parce que Michel Yakovlev me donnait une précision que je voulais transmettre, c'est que il y avait eu pendant la guerre Iran-Irak, il y avait eu 450 bateaux qui avaient été attaqués de part et d'autre, enfin 250 d'un côté, 180 de l'autre, mais il y en avait qu'une trentaine qui avaient été très sévèrement des bateaux marchands, des bateaux marchands comme ça, avec des marées noires considérables. Avec des marées noires considérables, donc c'était pas totalement coulé que ce qu'on m'avait dit. Alors, donc c'est important. Bien sûr, si on est tous étonnés de voir la puissance
la réactivité de ces unités mobiles mosaïques iraniennes dans le Golfe et ailleurs d'ailleurs, c'est parce qu'on a tous en mémoire ces petites phrases prononcées par Donald Trump ces dernières semaines, comme celle-ci prononcée le 3 mars dernier, il y a un mois et demi. Ils n'ont pas de force navale, elle a été détruite. Ils n'ont pas d'armée de l'air, elle a été détruite. Ils n'ont pas de détection aérienne, elle a été détruite. Leur radar a été détruit. Et presque tout a été détruit. Yara. Oui, je pense qu'on insiste trop sur Hormuz et on oublie une autre menace. Il y a quelques jours, les gardiens de la Révolution ont dit que si ça continuait, ils vont également attaquer les champs pétroliers des pays du Golfe. Or, il ne faut pas des moyens colossaux pour toucher les trains de liquéfaction ou autres appareils de ces sites. D'ailleurs, il y en a qui ont déjà été touchés. On n'en a pas parlé assez longuement et ça a eu un impact sur toute la chaîne de valeur. Si par exemple Abqaiq en Arabie Saoudite est touché, c'est 6 à 7% de l'offre mondiale de pétrole. Si Ruwais aux Émirats Arabes Unis est touché, c'est 400 000 barils de brut par jour en moins. Donc ils ont d'autres cartes encore. Ouais. 60%, selon CBS, 60% des forces navales iraniennes continuent de perturber le trafic maritime. Contrairement à ce que disait Donald Trump, parce qu'effectivement, l'armée n'avait pas de marine en Iran. Oui. Mais les gardiens de la Révolution en ont une. Absolument. Et ils le prouvent là chaque jour. Depuis dimanche, chaque jour, il y a des incidents. Pour revenir à votre question sur les déclarations de Donald Trump, je pense qu'il a raison. Ils n'ont pas d'aviation, ils n'ont pas de marine au sens littéral du terme, ils n'ont pas de radar, ils n'ont plus rien. Mais ils ont préparé cette confrontation de longue date avec des moyens nouveaux. On avait parlé de l'asymétrie ensemble dans un autre débat, et cette asymétrie s'exprime également par la manière dont ils fournissent, dont ils attaquent. Je vous interromps parce que on a un article là qui reprend très exactement les toutes dernières informations détectées par le Pentagone. Le pays, l'Iran, conserverait encore 60% de sa marine. Et alors là, je suis très surpris, mais ils disent, le Pentagone, les 2/3 de son armée de l'air. Je ne sais pas ce que ça veut dire, vous qui êtes un aviateur, les 2/3 de son armée de l'air. Je ne sais pas où elle est, on n'a jamais rien vu d'Iraniens qui volaient. C'est plutôt en matière de missiles à ce moment-là. Ouais, peut-être. L'aérospatiale, etc. Les drones jettent. Donc ça veut dire avions, les 2/3 de leurs moyens solaires, ou sol-sol, de leurs missiles. Mais on a posé une question centrale qui est celle de l'évaluation. À plusieurs reprises dans d'autres conflits, la capacité d'évaluation occidentale, entre guillemets, sur des terrains d'opération extérieurs était un petit peu bancale. Là, visiblement, avec les outils technologiques, avec l'IA, avec des capacités énormes de renseignement, les Américains, les Israéliens n'ont pas réussi à évaluer de manière juste, précise, les capacités de l'Iran, des constructions qui sont faites à 1000 mètres de profondeur, voire plus, une préparation qui s'est faite sur des années. Donc l'évaluation est mauvaise. Les estimations ont suivi, si vous voulez, les discours politiques. C'est-à-dire qu'au début, on était dans un stade complètement triomphaliste, tout avait été détruit, rasé, on parle de 98-95% de missiles, de drones, etc. qui avaient été rasés. Et là, c'est vrai que les derniers chiffres qui ont été évoqués, moi j'ai vu du 40% de stock de missiles, il reste 40% de stock de missiles, 60% de stock de drones, enfin, on est à des niveaux qui montrent que l'Iran en a encore sous le coude. Exactement. Et c'est là c'est le problème. C'est-à-dire que c'est aussi une manière de dissuader d'aller vers l'escalade, parce que s'ils en ont encore autant sous le coude, eh ben, on peut aller vers une escalade où on perd le contrôle. Il y a les mines, n'oubliez pas les mines, il va falloir des mois pour déminer si jamais c'est le cas. Le régime qui menace même de sectionner les câbles Internet dans cette zone-là. Vous imaginez les conséquences sur tous les pays arabes. Et on n'oublie pas évidemment ces marins qui sont coincés dans la région, ils sont 20 000. Et là, on a un témoignage d'un commandant qui a accepté donc de témoigner, de parler du quotidien de ces marins coincés depuis presque 8 semaines maintenant. 2 mois à bord sous le feu des forces iraniennes. On en parle dans un instant, à tout de suite. Voilà, et toujours cette situation déplorable sur le plan humain. 20 000 marins en perdition dans le détroit d'Ormuz, mesdames, messieurs. Il y a ce registre humain, on parle de la guerre, mais on oublie qu'il y a derrière cela des femmes et des hommes, surtout des hommes qui sont en mer. 20 000, effectivement, c'est énorme, assignés à bord finalement depuis 2 mois, 8 semaines quasiment, bloqués, sans pouvoir débarquer nulle part, sous la menace constante des gardiens de la Révolution. Un commandant aujourd'hui témoigne, il parle d'un stress constant. Écoutez.
Mon équipage est soumis à un stress constant depuis le début de la guerre, car nous sommes bloqués dans cette zone de conflit et nous ne pouvons pas faire grand-chose. Comme vous pouvez également le voir à l'écran, il y a des centaines de navires autour de nous et près de 20 000 marins sont bloqués dans le golfe Persique. Général, moi j'ai presque envie de me tourner vers un militaire, parce que là on parle de marins de la marine marchande. Ils ne sont pas habitués aux guerres, ils ne sont pas formés à la guerre. Donc on comprend le stress. Enfin, il faut un peu imaginer, c'est vous et moi pris dans un conflit qu'on n'a évidemment pas décidé et qu'on subit chaque jour. Loin des familles, avec une véritable disette, pénurie d'aliments. Certains pêchent eux-mêmes, ils ont créé fabriqué des cannes à pêche, voilà, système D, et pénurie d'eau également. Il nous explique qu'il consomme 3 tonnes d'eau environ sur un pétrolier par jour pour diverses opérations et pour boire. Et on arrive au bout des réserves d'eau dans de nombreux pétroliers. Oui, mais c'est aux armateurs, si vous voulez, avec des vedettes, de les alimenter tous les jours et d'aller faire le ravitaillement. C'est un peu d'organisation. C'est quand même pas gigantesque. Ils sont pas sur la côte. Ceux qui sont en Iran, ça c'est autre chose. Mais ceux qui sont du côté ouest, c'est-à-dire sur la côte d'Abu Dhabi, du Qatar ou du Koweït, ceux-là excusez-moi, mais c'est pas catastrophique. Bien sûr que c'est une contrainte extrêmement importante. Ils doivent apprendre à jouer aux cartes, ça c'est sûr, parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire sur le bateau ou au Scrabble. Au Scrabble, pourquoi pas. Et puis il y a la question aussi des assurances, parce que s'il y a aussi ça, enfin là, au-delà même de la dimension conflit avec la guerre, etc., et puis la menace physique qui est portée sur ces bateaux. Après, il y a toutes les quelle assurance va assurer ces bateaux qui passent. Donc il y a aussi les assurances qui empêchent les armateurs de naviguer dans le golfe dans le golfe Persique. Et donc il y a un double problème là. Ce commandant qui témoigne, écoutez. Mes hommes sont en permanence en alerte, à l'affût de drones, d'objets non identifiés, de bateaux ou de missiles. Et ce n'est pas une situation habituelle à bord d'un navire. Ainsi, chaque fois qu'un navire se trouve dans une zone de danger, nous maintenons le niveau de sécurité le plus élevé. Pas des situations évidemment habituelles, ils ne sont pas du tout préparés ni habitués à ça. Non, ils ne sont pas préparés à ça. Il y a des enquêtes, vraiment, de plus en plus d'enquêtes dans la presse internationale qui sont extrêmement poignantes parce que ces marins sont formés, entre guillemets, à la piraterie. À faire face à la piraterie. À faire face à la piraterie, oui, bien sûr. Et la piraterie, ça n'arrive évidemment pas tous les jours, ça arrive évidemment pas toutes les semaines. Donc là, ils se retrouvent coincés, il faut voir, coincés depuis des semaines. Certains se sont retrouvés au début des frappes alors qu'ils devaient tourner, ils devaient être relevés. Vous vous rendez compte, certains sont en mer depuis des mois, dans des conditions extrêmement difficiles. Là, on a vu effectivement un gradé, mais l'équipage. Non, mais les marins, on n'est pas payé, des dizaines de milliers de dollars. Donc, il y a énormément de cas de dépression nerveuse, et bien sûr, il n'y a pas les médicaments antidépresseurs et anxiolytiques qui sont faits pour des dizaines de marins. C'est très dur. Les bateaux sont coincés dans une zone de guerre, mais là je rejoins Patrick Dutartre, il y a un moment où les armateurs doivent prendre leurs responsabilités. On a en moyenne, ça dépend des navires, mais une vingtaine de personnes. Vous avez le commandant, vous avez des mécaniciens, vous avez d'ailleurs des cuisiniers, vous avez des matelots. Pourquoi les armateurs n'organisent pas des rotations? Ils le font. Avec retour. Ils le font, c'est compliqué logistiquement, c'est compliqué, ils peuvent pas, il n'y a pas assez d'eau, ils savent pas où trouver. Compliqué logistiquement, non. C'est cher, ça coûte de l'argent. Et en fait, on s'aperçoit que les armateurs, comme on le sait très bien, pourquoi ils prennent des pavillons de complaisance, les armateurs? C'est pour que leurs équipages soient le moins payés possible et le moins de couverture sociale possible. Il est évident qu'entre un pavillon de Panama et un pavillon français, les charges sociales, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, Eric, ce sont pas du tout les mêmes. Non, il y a un moment où les armateurs doivent aussi prendre leurs responsabilités, prendre en charge leurs équipages qui, effectivement, sont dans des situations compliquées. Moi, j'ai passé plus d'un mois dans le Golfe avant
de partir au Liban, oui, il y a des tirs de missiles qui sont passés, il y a des tirs de drones. C'est pas non plus une zone de guerre, c'est pas la zone de guerre la plus dangereuse de la planète. Mais il y a un stress. Ça, c'est une évidence. Mais c'est aux armateurs de prendre leurs responsabilités, de s'assurer que c'est très dangereux de faire tourner, non? Non. C'est vrai. Il y a des drones et des missiles qui passent. Non, mais là où Renaud a raison, c'est qu'il y a eu un moment où les aéroports étaient fermés. Moi, pour repartir des Émirats Arabes Unis, j'ai dû passer par Oman, par Mascate, parce que l'aéroport de Dubaï ou d'Abu Dhabi était fermé. Il y avait des risques de missiles. Mais on n'est plus dans cette configuration-là, en ce moment. On est dans un cessez-le-feu qui tient sans difficulté, sauf pour ce qui concerne Détroit d'Ormuz et blocus américain. Mais là, il y a des possibilités de faire aller et venir les équipages, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et en plus, les armateurs se disent, si jamais la porte s'ouvre, il faut que le navire soit avec son équipage au complet pour pouvoir reprendre la mer le plus rapidement possible. Moi, j'ai été extrêmement étonné il y a 3-4 jours de voir 6 paquebots de croisière de 300 mètres de long, des bateaux qui peuvent embarquer de 2000 à 4000 passagers, sortir à la faveur de la réouverture par les Iraniens du détroit pendant quelques dizaines d'heures. Ils sont sortis, oui, entre autres, et TUI. Ils sont sortis du détroit d'Ormuz en passant au ras d'Oman dans le sud. Ils n'ont pas du tout pris la route des Iraniens. Ils sont passés là où en théorie c'était miné. Tout le monde avait dit que c'était miné. Bon, évidemment c'était pas miné, c'est ce qui paraît évident aujourd'hui. Et ils ont fait sortir les bateaux pour une raison très simple, c'est que ces bateaux font leur saison d'hiver dans le Golfe Persique, entre Dubaï et Mascate, pour être rapide, et ils font leur saison printemps-été en Méditerranée. Ces bateaux, ils sont tournés, ils ont pris Bab el-Mandeb, ils n'ont pas eu peur des Houthis, ils ont pris Suez, et ils vont arriver pour faire leur saison d'été en Méditerranée, parce qu'autrement, les armateurs perdaient beaucoup trop d'argent. Ils ont pris le risque, et à mon avis, vous avez raison, quand ils ont fait ça, ils ne devaient même pas être assurés. C'est intéressant parce que ce conflit met un coup de projecteur, un coup de zoom sur la réalité de ces bateaux. On la connaît un peu, mais vous avez raison. On la connaît les équipages philippins, etc. C'est souvent, je voudrais pas donner dans le misérabilisme, mais c'est souvent un peu crado, quoi. Quand je dis crado, sur le plan social, on fait vraiment, on va avoir les moins 10 ans, on prend des marins professionnels qui restent à l'écart de leur famille pendant des mois. Allez, avec Hormuz, ce qui s'y passe aujourd'hui, ça fait quelques mois de plus, c'est pas grave. Mais sur le plan humain, c'est vraiment pas exaltant. Et il y aura peut-être un avant-après crise d'Hormuz. En tout cas, déjà, il y aura eu un précédent par rapport à ce péage. Et je crois que Hormuz ne sera plus jamais pareil. Aujourd'hui, les pays du Golfe sont en train de construire. Ça prendra du temps, effectivement, le temps des travaux de la construction. Mais il y a des investissements massifs dans des nouvelles pipelines et dans des nouveaux ports. En Arabie Saoudite, il y a le port Oxagon au niveau de Neom, juste avant la mer Rouge. Il y a le port de Fujairah aux Émirats Arabes Unis. Il y a le port de Yanbu qui a été frappé, exactement. Le pétrolier de Fujairah. Oui, voilà. Mais bon, là, qui a repris ses activités. Donc, il y aura toutes ces routes alternatives qui feront que Hormuz, à mesure du temps, avec cette capacité de harcèlement, si elle reste sans qu'il y ait d'accord diplomatique, elle restera. Il y aura de nouvelles façons parce que ces pays du Golfe ne peuvent pas continuer comme ça. Ça, c'est sûr. Juste une toute petite pause. On revient juste après la publicité pour vous remontrer les images assez spectaculaires hier. Ce sont les gardiens de la Révolution qui les ont diffusées. 2 navires qui ont été arraisonnés justement dans cette zone au niveau du détroit d'Ormuz. Et alors, contrairement aux images que proposaient les Américains, on voit bien plus de choses et on voit surtout cette fameuse flottille moustique à l'œuvre. Vous verrez, là aussi, c'est très impressionnant. Tous les codes d'un film d'action américain. C'est tous les codes d'Hollywood qui sont repris par les gardiens de la Révolution pour mettre en scène leur arraisonnement. C'est Pirates des Caraïbes. C'est Pirates des Caraïbes, exactement. Et vous on révélera les dessous de la propagande iranienne. Les Pirates d'Ormuz. Là aussi, c'est passionnant. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, vous avez le droit de savoir. Vous avez le droit de savoir qui se trouve autour de la table aujourd'hui dans Brunet sans filtre, une co-présentatrice qui a beaucoup de talent, voilà, on vous le dire. Un journaliste du service étranger d'LCI qui est aussi à l'aise sur cette table en plexiglas de notre studio que quand il est sur le terrain, Xavier de Giacomoni, merci d'être avec nous. Un éditorialiste que vous connaissez fort bien et que je ne vous présente plus, Renaud Pila. Et puis nous sommes avec le rédacteur en chef du service Monde de Marianne Ahmed El-Kei. Nous sommes avec un spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient qui a publié La modernité iranienne chez l'Harmattan Sébastien Regnault. Nous sommes également avec Myriam Benrad, politologue et spécialiste du Moyen-Orient, professeur en relations internationales. Merci d'être avec nous. Vous avez publié Djihad, la métamorphose d'une menace
aux éditions du Cavalier Bleu. Alors, je fais bien le boulot de service après-vente aujourd'hui. Hein. Et puis le général Patrick Dutartre, général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse. Vous n'avez rien publié parce que je peux montrer si vous voulez. Hein. Non mais bientôt. Bientôt, très bien. En général. Bon les amis, à propos de publications, il faut qu'on vous montre les publications des Iraniens, car les Iraniens ont récupéré un peu tous les codes des films hollywoodiens, des films d'action, pour montrer leurs opérations à eux. Vous savez que les Américains montrent leurs arraisonnements de bateaux dans le détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Eh bien, les Iraniens ont souhaité faire un peu la même chose, sauf qu'ils n'arrivent pas par les airs en hélicoptère, mais ils arrivent sur leurs fameuses vedettes rapides, des essaims de vedettes rapides qui s'approchent de ces tankers, de ces pétroliers pour les prendre d'assaut. Et je peux vous dire qu'ils ont dû regarder Les Gardiens de la Révolution, les grands films d'action hollywoodiens des années 2010-2020, parce que tous les codes du cinéma américain y sont. Bon, on regarde. Bah oui, bon, on regarde. Voilà. Regardez, donc c'est un raisonnement qui a eu lieu quand? Qui a eu lieu hier. Il y a même la musique. Hein. Ouais. Il y a même la musique. Il y a même la musique, hein, Myriam Benrad. C'est vrai qu'on sent que la mise en scène est importante pour les gardiens de la Révolution aussi. Hein. Oui, et là, ils répondent quand même, en l'occurrence, assez clairement à la vidéo qui a été circulée par les Américains, vous savez, hein, qui parle de calibrage. On se remet au point, on est là, on l'emporte. Ça fait là d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit quand même qu'ils jouent sur des codes très occidentaux, après avoir joué sur des codes finalement très islamistes. Hein. Ouais. Ils savent aussi, bien sûr, subvertir la modernité occidentale, les moyens de communication, les nouvelles technologies sont très forts puisqu'ils ont aussi fait réaliser ces fameux ces animations à destination. C'est intéressant ce que vous dites parce que à destination de la base MAGA américaine. On est sur des standards américains, les standards quasi hollywoodiens dans certaines productions. C'est ce que les djihadistes d'ailleurs ont fait à une époque aussi. Donc ils maîtrisent totalement les codes. Donc il y a des films, vous dites, mais ça c'est intéressant. Il y a des films qui sont dirigés vers ce qu'on appelle toujours la rue arabe, voilà, vers la Houma, vers les musulmans, voilà. Et puis des films qui sont dirigés également vers la communauté iranienne, des Iraniens. Bon. Et puis ça, c'est des films davantage qui sont pour les Occidentaux, pour leur dire regardez comment. Ils savent très bien que les Occidentaux et notamment les Américains sont très divisés par rapport à cette guerre. Hein. Ils suivent tout ça de très près. Donc là, c'est aussi une manière de dire au public qui n'est pas convaincu par la légitimité et l'opportunité de cette guerre, de toute façon, c'est une guerre perdue d'avance. Vous n'avez aucun intérêt à soutenir le pouvoir, votre gouvernement. Et puis bon, c'est vrai quand même qu'il y a des... en plus de la vidéo de propagande, si vous voulez, après il y a toutes les conséquences aussi de cette guerre sur le plan économique, notamment. Ça parle aux Américains. On a l'impression quand même d'une gradation, parce qu'il y a eu les frappes, ensuite il y a eu ce cessez-le-feu, avec ce blocus, et là on assiste à une espèce de... Alors ça a été même théorisé par les gardiens de la Révolution au cours de la nuit, ils ont dit œil pour œil, pétrolier pour pétrolier. Oui. Donc maintenant la bataille elle est en train de se déplacer ici. Oui, et les Iraniens tentent de montrer leur capacité, leur puissance, aussi quand même, et vous faites bien de le souligner, pour des questions internes. C'est-à-dire que même les Iraniens regardent des films américains et voir leur armée arraisonner un navire de cette manière, se disent finalement, voilà, c'est une armée qui est forte, alors que la situation interne économique est catastrophique pour les Iraniens et qu'ils n'ont plus, pour certains, de quoi manger. Et donc, il est important pour les gardiens de la Révolution de montrer cette mise en scène et de montrer qu'ils sont capables de se mettre à niveau des États-Unis. Capables de se mettre à niveau, effectivement. On est avec, je vais vous présenter François Morizur qui est avec nous quelques instants. Mesdames, Messieurs, je vous
passer le micro bien sûr. Il est ancien capitaine de frégate et ancien commando marine, c'est bien ça. François Morizur, merci d'être avec nous. Je vais vous montrer une image. Si vous avez un écran devant vous, regardez cette image. C'est tout simplement, c'est donc pas une feuille de platane grossie 50 fois, hein, mais c'est la mer dans le détroit d'Ormuz, et ces traînées blanches, ce sont les fameuses vedettes rapides iraniennes. Vous voyez le panache, on en a compté plus de 30, nous, François Morizur, et c'est ça qui aujourd'hui sème une relative panique parmi les bateaux qui sont pas tout à fait sûrs de leur trajectoire, et c'est eux, ces soldats, ces marins iraniens qui sur ces vedettes ont arraisonné ces dernières heures tankers et cargo. Voilà. Et donc c'est ce qu'on redoute aujourd'hui, hein. Vous avez déjà été témoin de ces vedettes rapides dans votre vie de capitaine de frégate? Oui, bonjour. Moi, oui, effectivement, j'ai travaillé dans ces zones. Effectivement, ces navires, ces petits navires, ouais, pullulent dans ces eaux. Et c'est pas une surprise en fait, parce que lorsque les Iraniens ils sont très forts en communication, ont montré des films de propagande concernant leurs moyens maritimes. Vous aviez des dizaines et des dizaines et des dizaines de bateaux rapides de ce type qui sont, compte tenu de la taille, suréquipés. C'est-à-dire vous avez des bateaux qui disposent de mitrailleuses lourdes, c'est du 14-5, des petits missiles mer-mer, des missiles mer-air et des capacités de mouillage de mines. Donc il faut le maximum avec peu de choses en fait et des moyens peu coûteux. Donc attendez, François Morizur. Moi, j'imaginais des mitrailleuses, même des mitrailleuses lourdes sur ces bateaux. Mais un système de projection, de lancement, c'est ce que disait tout à l'heure Xavier de Giacomoni, qui, comme journaliste pour LCI, les a vus d'un peu plus près que nous, ces embarcations. Donc, mais qui puissent envoyer des missiles depuis un petit bateau comme ça qui fait 12, 15 mètres maximum, peut-être 20 mètres pour les plus grands. C'est assez dingue, quoi, François Morizur. Non, mais ils optimisent ce qu'ils sont. Vous voyez là, sur la vidéo, la taille du bateau, ça fait à peu près 12-15 mètres, effectivement. Mais les Ukrainiens sont un peu en pointe en termes de drones aériens. Et en fait, les Iraniens et les Yéménis ont été précurseurs concernant ce type de moyens, avec l'utilisation de ces bateaux pour lancer des missiles. Mais les Ukrainiens se sont rapprochés de ce François matériel il y a seulement 2 ans. François Morizur, général Patrick Duttart, même question à tous les deux. Pourquoi est-ce que les Américains les détruisent pas? C'est facile. Ils se promènent. On les voit dans le détroit d'Ormuz depuis bien avant l'affaire du blocus. Ça fait 2 mois qu'on les voit se promener, surarmés, avec des lance-missiles. Les Américains qui pérorent, qui jouent les matamors en disant on a bousillé. J'utilise le langage fleuri un peu conforme à l'esprit de Donald Trump. On a bousillé la marine iranienne. Bon sang, ils les regardent se promener. Il y en a 30, 40, 50. Ils vont dans tous les sens. Non, pas tout à fait, parce que en fait, pendant la campagne aérienne, il n'y en a aucun qui sortait. D'accord. Et d'ailleurs, ce qui serait extrêmement intéressant avec l'image satellite, c'est de dézoomer et de voir exactement ce qu'on évoquait avec Xavier tout à l'heure, de là où ils partaient. Parce que là, on a les traces, il y a juste qu'à remonter derrière et de voir exactement, c'est ce qu'il faut faire en termes de renseignement, exactement de quel endroit ils partent. Et j'espère que les Américains le font en ce moment, parce que là, vous plotez effectivement, et ça, c'est des objectifs. Dès que la campagne aérienne reprend, boum, tous ces points de départ vont être évidemment ciblés. Mais il y a eu une vraie campagne sur les bateaux de manière générale, ceux qui étaient visibles ou accessibles. Cela a été planqué. Manifestement, ils ont des endroits où ils se cachent en fait, et il y a des endroits dont tous n'ont pas été détruits, mais attention à la prochaine campagne aérienne, s'il y en a une, évidemment, ça fait partie des cibles prioritaires. Ce qui est intéressant là, en l'occurrence, c'est que je suis rendu compte de ça depuis 2-3 jours. Toutes les attaques iraniennes avec ces vedettes, elles partent à peu près du même endroit. On est vraiment quasiment à la sortie du détroit d'Ormuz. On n'a pas une carte, c'est dommage. En face d'Oman, dans le nord-est d'Oman, au large d'une ville qui s'appelle Sirik, où on sait qu'il y a un port extrêmement important, qui est très récent d'ailleurs, qui a quelques années,
des gardiens de la révolution. Voilà. Alors c'est plus à gauche, à l'est. Il faut une carte un peu plus serrée sur le détroit d'Ormuz. C'est près d'Ormuz en fait. C'est un petit peu entre Ormuz et la côte. Oui, c'est vraiment à la sortie du détroit en fait. Et tous les bateaux à qui on a intimé l'ordre de faire demi-tour ou qui ont été arraisonnés pour les 2 ou 3 qu'on a vus ces jours-ci, les 3 d'ailleurs, ça s'est passé là. Il y en a un qui s'est échappé, c'est pour ça que je dis 3. Alors on voit la petite pointe d'Oman là, un peu en dessous du nom Iran. Ouais. Ça se passe vraiment à la sortie du détroit. À mon sens, de ce que j'ai vu sur les relevés AIS, à même pas 3 nautiques, donc 6 kilomètres du port de Syrie. Voilà, donc c'est sous le R du mot Iran, quoi. Voilà, à peu près. C'est à l'aplomb du R du mot Iran. Voilà. Donc c'est franchement, les bateaux peuvent même se sentir à peu près en sécurité parce qu'ils peuvent avoir la sensation d'avoir passé le détroit d'Ormuz et de rejoindre le golfe d'Oman dans un premier temps, la mer d'Arabie dans un second temps. Non mais là il faut qu'on revienne, pardon, je vous laisse le micro Sébastien Regnault, mais il faut quand même qu'on revienne sur cette notion qui est fondamentale. Moi, j'aime bien qu'on parle du détroit d'Ormuz et des opérations qui s'y passent. C'est passionnant. Mais il faut de temps en temps dézoomer un tout petit peu. Et l'information fondamentale, c'est le Pentagone, les militaires américains qui viennent de dire, et on est au cœur de notre sujet, finalement, 60% des moyens aériens, alors dans moyens aériens, il y a les missiles, des Iraniens sont intacts, et à peu près 50% des moyens maritimes de la flotte des gardiens de la mer. 60% des forces navales qui continuent. 60% des forces navales sont Éric, j'en profite. Non, mais ça veut dire que tout va bien militairement pour l'Iran après ces 2 mois de guerre. Mais surtout, tout va bien. Exactement. Ils ont toujours leur vedette rapide. Alors c'est pas des destroyers et des porte-avions, on est d'accord. Ils en ont pas besoin. Ils en ont pas besoin. Ils ont leur vedette rapide. Ils ont leurs missiles. Ils sont pas à genoux. Là, ils sont montrés en grade, ce que vous expliquez. C'est-à-dire qu'il faut bien se souvenir de la chronologie de la guerre. C'est-à-dire que quand il y a eu le cessez-le-feu qui a été décidé, de commun entre les Iraniens et les Américains, c'est à ce moment-là que les Américains ont décidé un blocus sur l'Iran. Et ça a été interprété comme un acte militaire, un geste militaire, si vous voulez. Et donc c'est à ce moment-là que les Iraniens ont sorti toutes ces vedettes rapides qui n'étaient pas apparues jusqu'ici. Et donc c'est là où on voit dans la graduation iranienne, si vous voulez, toute la stratégie. Comme on l'a souvent dit sur les plateaux que les Américains n'avaient pas de stratégie, on se retrouve enfermé par la stratégie iranienne qui, eux, monte en grade. Et je précise aussi, on n'a pas encore là, parce que là on parle que des vedettes qui sont sur l'eau, mais moi je suis absolument persuadé qu'il y a aussi des navettes sous l'eau. Et ça, il y a des sous-marins de poche. Ils ont des sous-marins de poche. Bien sûr qu'ils ont des sous-marins de poche, une cinquantaine. Il y a encore des capacités. Ils ont des drones navals, surtout. Donc ils sont très peu servis jusqu'à maintenant. Les États-Unis, l'armée américaine plus précisément, vient de dévoiler des nouvelles images. On les découvre ensemble puisqu'on vient de l'apprendre. Donc c'est la marine américaine qui intercepte un nouveau navire. On est très 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 loin du détroit d'Ormuz. On est dans l'océan Indien qui vient d'interpeller au large du Sri Lanka en fait. Navire, effectivement, avec ces nouvelles images, là 2 jours cette fois-ci où on voit davantage les marines opérer pour stabiliser ce nouveau tanker. On va assister à ça pendant combien de temps ? C'est-à-dire que j'arraisonne, moi aussi je peux le faire. Voilà. Moi aussi je vais le faire. C'est la réciprocité permanente. L'énorme problème pour l'économie mondiale, c'est que ça peut durer très très longtemps, à partir du moment où ni Donald Trump ni les Iraniens ne veulent se mettre autour d'une table de négociation et discuter de ce qu'on fait maintenant, du détroit d'Ormuz évidemment, de la libre circulation maritime à travers le globe, parce que là on est franchement extrêmement loin. C'est un bateau qui partait pour embouquer le détroit de Malacca et pour aller livrer du pétrole en Chine. Donc il va y avoir un sujet parce que Donald Trump va rencontrer Xi Jinping mi-mai, ils vont certainement en parler, mais il faut qu'il y ait un déblocage. Là, tout le monde, les 2 parties sont sur leur position, personne ne bouge, ça peut durer des mois et des mois. Moi, l'économie mondiale va prendre un choc extrêmement important. Je voudrais juste dire une chose, introduire une notion très importante, parce que on se rend compte qu'en fait, ces gens-là, moi je dis souvent à ce micro, que les gens de la France insoumise, je reviens vers la politique intérieure, idéologiquement, c'est pas le débat, ils savent faire de la politique. Voilà. Bon, de la même façon, la République islamique d'Iran, et je ne mets pas de signe égal avec la France insoumise, de la même façon, ces gens-là, parfois, j'imagine que la plupart de ceux qui nous regardent ne sont pas familiers avec cette idéologie,
mais ils savent faire la guerre. C'est remarquable. Ils ont des petits moyens, n'ont pas besoin de moyens très technologiques, n'ont pas besoin de porte-avions, ils n'ont pas besoin de sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins. Voilà, ils ont des petits moyens très simples. Ils sont arrivés jusqu'au bout de ces moyens simples. Ils ont une capacité d'utilisation de ces petites barques de rien du tout qui est remarquable. Et ils savent faire la conduite de la guerre. La conduite de la guerre par les Iraniens est juste exemplaire. Oui. Oublions l'idéologie, oublions les gardiens de la révolution. La façon dont ce peuple de 90 millions d'habitants est aujourd'hui en train de mener la guerre est assez remarquable compte tenu des sanctions et des moyens quasi misérables dont ils disposent sur le plan technologique. Oui, mais 3 petits points. Le peuple n'est pas forcément d'accord avec la guerre. Vous dites le peuple iranien. Vous m'avez compris. Je suis bien. Je sais qu'il y a 80% d'opprimés dans ce pays. Le peuple aimerait bien se libérer de cette tyrannie. C'est la planification. Oui. Alors attendez. Ahmed El-Kei, Renaud Pila, et puis vous. Et puis Mathieu Karman et Julie Janus qui nous attendent depuis un quart d'heure à Washington. Je vais juste revenir sur ce que disait le général sur la possibilité de frapper ces vedettes. Rappelez-vous quand même des drones. C'est-à-dire qu'on balançait des missiles à 3 millions de dollars ou 1 million d'euros pour détruire des Shahed, des drones Shahed. Et là, il faudra quand même beaucoup de moyens pour détruire ces dizaines, ces centaines de vedettes, dont des vedettes suicides. Donc il y a aussi la question des moyens qui se posent. Et la retenue américaine peut être aussi interprétée de ce point de vue-là. C'est que en ayant cette confrontation dans le détroit d'Ormuz avec le blocus d'un côté et les arraisonnements iraniens de l'autre, on diminue les moyens, on prend le temps aussi de reconstituer un stock d'armement parce que la phase prochaine sera une confrontation militaire. Non, mais ce qu'il y a d'absolument frappant, c'est effectivement la façon dont ils mènent cette guerre depuis le début. On pensait qu'ils allaient frapper Israël. Non, ils ont frappé les pays du Golfe. On pensait qu'ils allaient menacer et terroriser Tel Aviv. Ils ont bloqué le détroit d'Ormuz, pardon. Et un mot pour terminer sur l'économie. Non, c'est pas terminé, l'émission continue. Hein. Non, moi je termine parce qu'on a des interlocuteurs et Washington, je crois qu'il nous attend. Il y a Mathieu je regardais ce matin. Il manque actuellement rupture d'approvisionnement en plastique, emballage, hélium pour refroidir les semi-conducteurs, kérosène, engrais. C'est toute l'économie mondiale qui commence à être touchée. En Allemagne, les dépôts de bilan au plus haut depuis 12 ans. En France, le chômage commence à augmenter au plus haut depuis 9 ans. On n'a pas le temps de parler d'économie, mais chaque personne qui nous regarde sent bien que ça ne peut pas durer éternellement parce que pour le coup, l'économie mondiale en 2027 va plonger. Et ça, les Iraniens le savent. Et c'est comme ça qu'ils mènent cette guerre. Hormuz, c'est l'économie mondiale qu'ils tiennent. Bon, allez, Washington, promis, vous aurez la parole juste après. Mathieu Karman, Julie Janus, effectivement, la tension se tend sérieusement à Hormuz avec les gardiens de la Révolution qui ont donc franchi une nouvelle étape avec l'arraisonnement de ces navires. Est-ce que comment réagit Washington ? C'est la question qu'on vous posait, mais on l'a vu cette nuit en fait. On a été assez surpris parce que finalement la Maison Blanche elle minimise. Ah oui, Magali, elle minimise très clairement ce qui se passe actuellement du côté de l'Iran et du détroit d'Ormuz. Ça a commencé déjà avec ces images de cette parade militaire dans les rues de Téhéran hier. Et puis il y a ces images dont vous parlez depuis une vingtaine de minutes maintenant, de ces navires qui ont été saisis par les Iraniens. Et effectivement, la Maison-Blanche et sa porte-parole minimisent tout ce qui se passe. Hier, Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, s'est exprimée d'abord sur Fox News et puis ici dans les jardins de la Maison-Blanche. Et elle dit que ces attaques de l'Iran contre des navires internationaux ne constituent pas une violation du cessez-le-feu. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce ne sont ni des navires américains, ni des navires israéliens. Et ce qui est très étonnant dans tout cela, c'est que Donald Trump, il y a 2 jours de cela, publiait un message sur son réseau social Truth en disant que l'Iran avait violé à de très nombreuses reprises ce cessez-le-feu. Là, pas de son, pas d'image de Donald Trump. Alors il est encore assez tôt. Aujourd'hui, ici à Washington, il est 7h50 du matin, mais on sait que Donald Trump a, entre guillemets, la parole facile, notamment sur son réseau social. Depuis hier, Donald Trump ne dit rien. On sent bien donc que la Maison-Blanche veut faire passer un message
aux Américains et au monde, tout va bien, ne vous inquiétez pas, on gère la situation. Caroline Leavitt, toujours hier, dit que les États-Unis conservent le contrôle de la situation. Donald Trump dispose de tous les leviers et c'est justement pour cela qu'il a maintenu une certaine flexibilité avec le régime iranien. Donc reste désormais à savoir ce que va dire Donald Trump, s'il va prendre la parole ou non. Ça, c'est ce qu'on se demande ici à Washington. Mais en tout cas, les propos de la porte-parole de la Maison-Blanche qui relaie donc la parole de Donald Trump interpellent grandement ici à Washington et aux États-Unis. Merci Mathieu Karman pour ces précisions. Myriam Benrad, je vais vous montrer des images. Je vais vous faire écouter, Alain Bauer, le célèbre criminologue qui était sur notre antenne il y a quelques heures. Écoutez ce qu'il dit à propos de la stratégie. Moi, je voudrais qu'on reste quelques instants sur la façon remarquablement efficiente dont les gardiens de la Révolution mènent la guerre. Je parle de la conduite de la guerre stricto sensu et pas du reste, mesdames, messieurs. Écoutez Alain Bauer. Ça fait 20 ans, très exactement 20 ans, que l'ancien patron des gardiens de la Révolution a organisé la défense mosaïque, qu'il l'a structurée, qu'il l'a mise en place et qu'il l'a adaptée à un conflit qui est « vous ne pouvez pas gagner car nous sommes les plus décentralisés, les plus miniaturisés, les plus dronisés, les plus en capacité de répondre à une attaque massive ». Avoir préparé, anticipé la défense mosaïque, ce qui signifiait que on avait anticipé que les états-majors centralisés de Téhéran seraient détruits et que chacun pourrait continuer à faire sa guerre dans son coin, c'est-à-dire chaque province, c'est quand même oui, mais en fait, incroyable. On en revient à ce qu'on appelle les gardiens de la Révolution. On a eu ce débat hier sur votre antenne. Ça, c'est un État, c'est une armée conventionnelle, mais c'est aussi un État milice. Et une armée milice. Donc il y a ce côté hybride, si vous voulez, entre l'État, une armée conventionnelle, et puis un État milice, donc qui arme ses propres gardiens de la Révolution, et puis qui va armer un certain nombre de groupes dits mandataires à travers le Moyen-Orient pour mener justement cette guerre hybride qui en effet prend de court. Et moi je voulais quand même dire, vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, parce qu'en effet, ils sont aussi très bons pour brouiller les perceptions. Ils ne cessent de brouiller les perceptions de l'adversaire. Vous avez aussi fait remarquer de manière très juste, je trouve, qu'il y a eu un effet de diversion. Ils ont réussi à déplacer le conflit finalement du cœur du régime vers le détroit d'Ormuz, avec des conséquences concrètes. Aujourd'hui, on négocie davantage autour du déblocage du détroit d'Ormuz qu'autour du nucléaire ou autour des concessions qui seraient faites par le régime iranien sur le plan politique. Ça c'est encore un coup de génie induit des gardiens de la Révolution. On est focus sur le monde entier. C'est d'autant plus extraordinaire. Ils y croyaient pas, Eric. C'est ça qui est fou. Non, mais on parle pas des... L'humanité tout entière ne parle plus des massacres perpétrés par le régime. Oui. On parle pas de la question du nucléaire, ou moins de la question du nucléaire. On n'a même pas le dernier bilan. C'est la guerre d'Ormuz. Voilà, c'est la guerre d'Ormuz et on est focus. Et parfois parfois je le dis, Sébastien Regnault, parfois nous faisons piéger, nous ici, simples journalistes que nous sommes, parce qu'on parle beaucoup d'Ormuz. Parce que ça a des conséquences et vous le dites. Vous avez raison. C'est aujourd'hui le cœur de la guerre. Sur la défense mosaïque, je voudrais deux points précis. La première, c'est que la défense mosaïque, elle est quand même à un moment centralisée. La preuve, le cessez-le-feu tient sans qu'il y ait aucune provocation. Et quand on a 2 porte-containers parmi les plus grandes compagnies du monde qui sont saisis par les Iraniens, ce sont pas les gens de Sirik ou de Bandar Abbas qui ont décidé qu'il fallait faire comme ça. C'est une stratégie élaborée à Téhéran, à Machhad ou ailleurs. Mais ils arrivent à avoir cette défense mosaïque avec quand même une centralisation qui leur permet de contrôler tous les aspects du jeu et d'être de manière géopolitique et dans le rapport de force avec les Américains, jusqu'à maintenant, je suis totalement d'accord avec vous, extrêmement efficace. Par rapport au détroit d'Ormuz, une toute petite précision, tous les bateaux que vous voyez là, en fait, ils sont pas du tout exogènes. Hein. Le détroit d'Ormuz, les Iraniens, c'est leur jardin comme Ouessant est le jardin des Bretons. Ils y sont nés, ils y vivent, ils y pêchent, ils y travaillent. Et ces bateaux, avant d'être des bateaux de guerre, les carènes, évidemment pas les superstructures et les missiles qui sont dessus, c'était des bateaux de pêche. Ces barques, la façon dont elles sont fabriquées, j'en ai vu des dizaines et des dizaines, aussi bien côté iranien que côté omanais. Ils ont tous les mêmes bateaux, sont des bateaux relativement légers, ils arrivent à les remonter sur les plages, même s'ils n'ont pas de remorque, ils arrivent à les cacher parce que la côte est extrêmement découpée, il y a des fjords dans cette région. On l'imagine pas, il fait 30 degrés, l'eau est à 25, mais il y a des fjords comme en Norvège, ça leur donne un avantage considérable, d'autant plus qu'ils connaissent tout ça comme leur pays.
Mais tu dis des barques, c'est les vedettes qu'on voit là. Oui, la carène. Et ils mettent 400 chevaux sur les barques. Oh bah, oui. Pour aller pêcher, ils en mettent moins. C'est pas la peine d'en mettre 400, mais là, ils en mettent 400. Alors, je voudrais rajouter quand même quelque chose pour quand même démystifier un peu cette armada de moyens légers. C'est quand même les mêmes qui ont quelque part tué notre adjudant en début d'émission. Oui. Il faut pas l'oublier quand même. Oui. Les gardiens de la Révolution, c'est bien, effectivement. Oui. C'est peut-être des génies de la guerre un peu hybride et moderne, mais enfin, c'est à cause d'eux, si vous voulez, que nos soldats sont morts. Ils ont armé, créé le Hezbollah, avec le Hezbollah, le Drakkar, une entité qui est aux ordres et au garde à vous des gardiens de la Révolution. Donc leur idéologie, je trouve ça insupportable dans le monde moderne dans lequel on vit, qui tue leur population, qui tue nos soldats de la nos Français. Donc, qui est une force d'interposition, qui n'est juste qu'une force. Qui n'est que là. Et on n'est pas rentré dans les détails, mais nos 2 soldats, ils venaient juste enlever une mine que le Hezbollah venait de déposer à l'entrée d'un village. Ils disaient, non, mais il ne faut pas laisser cette mine-là. Et boum, boum, ils se font tirer dessus. Ils ont été assassinés. Donc l'idéologie est insupportable. Il faut trouver une solution. C'est pas simple, effectivement. Ils se défendent bien avec les moyens dont ils disposent, mais ça peut pas durer 107 ans. Mais je vous remercie d'avoir fait ce point, parce que quand je dis que dans la conduite de la guerre, ils sont très bons, bien évidemment, j'essaie d'enlever cette gangue qu'on connaît tous. Mais ils tuent nos soldats, mais ils vont nous tuer nous en ruinant l'économie mondiale. C'est ça. Mais grâce à l'aide de Donald Trump. Ahmed El-Khaï. Pour suivre votre raisonnement, le fait que vous souhaitez dézoomer et revenir un peu à cette expérience dont a parlé Alain Boer en disant ça fait 20 ans qu'il construit, etc. Mais l'expérience vient de leur pratique de la guerre aussi. Il y a une très longue guerre entre l'Irak et l'Iran, où ils ont subi énormément de pertes. Il faut d'ailleurs toujours rappeler, il y a une très longue guerre entre l'Irak et l'Iran, dites-vous, j'ai envie de dire, il y a une très longue guerre entre l'Iran et le monde coalisé derrière l'Irak. La réalité, c'est que derrière l'Irak, il y avait l'Occident, il y avait la France, il y avait les Soviétiques, il y avait les Américains, il y avait tout le monde. Imaginez l'expérience. C'était déjà à l'époque, il y a 40 ans, c'était déjà l'Iran contre le reste du monde. Oui, et sur la construction du régime et le fait de décentraliser et de procéder par strates avec les Bassidji, les gardiens de la Révolution, les Mollahs, etc., ils ont observé aussi comment les régimes arabes ont été malmenés. Rappelez-vous en 2011 de ces printemps arabes, de ces révolutions arabes, où ils ont vu des régimes tomber. Pourquoi ils sont tombés? Parce que un manifestant bien placé a tiré sur l'armée a répondu et c'est parti en vrille, et que les régimes tunisiens, égyptiens sont tombés. Donc ils ont aussi appris de la région, ils ont aussi vu les pratiques des monarchies du Golfe, et ils ont construit un système qui est fondé sur cette asymétrie militaire, la construction de drones, de vedettes, mais aussi politiquement une stratification complètement différente, où le régime n'est pas directement mis en danger quand un de ses fondements institutionnels est malmené ou détruit. François-Maurice Zur, on l'a titré comme ça volontairement, une flotte indestructible. On se pose la question, quel est votre avis à vous? Parce qu'effectivement, si d'un point de vue strictement militaire, on a cette sensation que c'est quand même assez impressionnant, qu'ils sont assez insaisissables. On constate l'opposition de ce que vous avez dit précédemment. Ce sont des forces asymétriques, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si c'était un combat sur un ring où il y a un boxeur et un karatéka. Ils n'utilisent pas du tout les mêmes moyens parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens financiers, ils n'ont pas la même technologie, donc ils font le mieux avec ce qu'ils ont. Donc ils utilisent des moyens rapides comme ça qui contraignent la navigation commerciale, mais en fait cette flotte, moi je ne les comparerai pas à des moustiques, je vais les comparer à des abeilles. Elle ne va pas aller se confronter avec la flotte américaine, elle sera perdante. Donc c'est pas son terrain de jeu. Son terrain de jeu, c'est le Golfe et l'ouvert du Golfe. Et sa capacité, c'est de bloquer le trafic commercial. Voilà la limite de ses capacités, en fait. Oui, la limite. Ensuite, vers la flotte militaire américaine, ils disposent d'autres moyens, les missiles et les drones. Donc c'est pour ça que la flotte américaine est relativement loin du Golfe Persique actuellement. Donc ils jouent un peu avec ces deux éléments. Et puis ensuite, il y a l'ultima ratio. L'ultima ratio, ce sera les mines. Donc il y a toute une palette de moyens qu'ils utilisent en fonction de l'effet recherché final.
Il y a une palette de moyens et c'est ça qui nous intéresse parce que vous avez parlé des mines, donc on ne sait pas s'il y en a, mais la simple menace donc bloque pas mal le trafic maritime et le Pentagone l'a dit, si jamais les mines sont là, ça va mettre 6 mois à être déminé. 6 mois, on fait le calcul, on est fin octobre. Donc fin octobre, vous imaginez les conséquences sur l'économie mondiale et évidemment, électoralement pour Donald Trump. Autre carte dans leur main. Autre carte François Morizot. Autre carte dans leurs mains parce qu'on lisait ce matin le site de l'agence de presse iranienne Tasnim, qui est la voix du régime. Et alors on est tombé sur cet article qui s'intitule tout simplement, regardez, Détroit d'Ormuz, une voie de passage essentielle pour les câbles internet des pays du Golfe. Tiens, on s'est dit tiens c'est marrant. Pourquoi un article justement aujourd'hui sur les câbles internet effectivement qui passent dans cette région, les câbles sous-marins? Tout simplement, il s'agit en fait d'une menace. C'est-à-dire que les gardiens de la Révolution disent qu'ils pourraient être en mesure de sectionner ces câbles-là. Évidemment, ça aurait des conséquences inouïes, ne serait-ce que pour les pays du Golfe, donc les couper totalement, une coupure Internet totale, donc les isoler du monde. Ça veut dire que là, ils sont en train de dire, attention, on peut aller jusque-là. Oui, mais parce qu'en fait, je pense que ce qu'on dit depuis le début de cette émission, c'est que personne ne s'attendait à ce qu'Ormuz concentre finalement toute l'attention de cette nouvelle séquence conflictuelle. On se disait qu'on allait vers une confrontation entre les États-Unis, Israël, qui allait laisser de côté, comme les précédentes, les pays du Golfe. Mais on a bien vu l'intensité des représailles contre les pays du Golfe. Peut-être qu'on avait aussi mis de côté les rancœurs de l'Iran envers un certain nombre de ces pétromonarchies golfiotes. Et là, c'est une menace de poids parce que ces pétromonarchies-là qui sont frappées en plein cœur sur leurs infrastructures énergétiques, qui perdent leurs expatriés, qui ne savent pas finalement aussi ce qu'il va advenir de leur modèle économique, qui tentent de se diversifier. Parce que vous parliez de l'échéance de 6 mois, qui nous dit qu'ils vont conserver sur leur territoire un certain nombre d'entreprises qui estimeront peut-être que le modèle Dubaï, c'est derrière nous. Et alors là, Internet, non mais ça c'est intéressant. C'est la fin du modèle Dubaï. Parce que la technologie, en fait, c'est le secteur dans lequel ces pays veulent investir, justement pour diversifier ces économies pétrolières entières qui sont trop dépendantes des hydrocarbures. C'est dans la technologie que le cœur de la vision 2030 et de toutes les visions peut décliner. C'est dans la technologie en fait que se trouve l'avenir de ces pays qui savent qu'à un moment donné, de toute façon, il va falloir sortir de ça. Et donc là, l'Iran est en train vraiment de leur dire de manière assez, si vous voulez, claire, explicite. Là, on vous met par terre. Parce que moi j'ai vu. Non mais ça c'est une question très importante. C'est la fin du modèle Dubaï. J'ai vu beaucoup de gens s'amusent à vous montrer des annonces immobilières avec des appartements à vendre ou à louer, que sais-je, à Dubaï et ailleurs, avec moins 40, moins 50%. On a tous croisé en regardant la télévision des interviews avec des avocats occidentaux qui étaient basés à Dubaï et qui sont rentrés à Londres, qui sont rentrés à Berlin, qui sont rentrés à Paris. C'est la fin du... Les palaces actuellement, c'est 70 € la nuit. C'est 70 €. 70 € la nuit actuellement. Est-ce que c'est la fin du modèle Dubaï? Moi, j'ai écrit un texte où je posais la question, est-ce que c'est la fin du mirage? En tout cas, c'est l'intention des Iraniens, parce que Internet, c'était aussi, souvenez-vous quand même, le vecteur des vidéos d'influenceurs qui se prenaient en photo, en vidéo devant sur les îles artificielles. C'était cette vie finalement. Sur la piste de ski de Dubaï. Oui, sur la piste de ski, etc. Donc là, en fait, déjà dans un premier temps, on a des régimes qui censurent Internet, qui empêchent cette orgie informationnelle qui était une sorte de propagande aussi à sa manière. Les influenceurs rentrent chez eux. Donc déjà, on en est là. Et là, ça va plus loin. Parce que là, en coupant les câbles, c'est toute l'infrastructure en fait technologique, les data centers. Enfin là, parce qu'attention, les influenceurs, si vous voulez, c'est la façade. Derrière, il y a de l'investissement lourd dans les hautes technologies, le quantum, dans bien sûr les data centers, l'IA. Ça, c'est du lourd. Et là, donc, les câbles sont coupés, si vous voulez. Il n'y a plus rien en fait. Alors, cela dit, j'écoutais Magali à l'instant sur les questions des câbles qui pourraient être coupés, les fameux câbles sous-marins que vous évoquez, qui passent au niveau du détroit d'Ormuz, voilà. Alors, c'est là, sur ces fonds marins sillonnés par des dizaines de câbles sous-marins, que transitent plus de, écoutez bien,
95% du trafic mondial de données et de communication. Voilà, parce qu'en fait, c'est l'endroit qui connecte l'Asie à l'Afrique, l'Afrique à l'Europe, l'Asie à l'Europe. Tout ça est interconnecté. À part les Amériques, les trois continents, Afrique, Asie, Europe, sont connectés. Mais ce qui est très intéressant, c'est que chez les Iraniens, finalement, ça fonctionne toujours de la même manière. Il faut absolument menacer, faire peur, même si on n'a pas réellement les moyens de mettre les menaces à exécution. Hormuz, ça a commencé comme ça. Pourquoi il y a un problème à Hormuz aujourd'hui ? Surtout au-delà des bateaux saisis, mais ça vient d'arriver. Surtout parce que les capitaines, les armateurs, les assureurs, évidemment, ont eu peur de ce que pouvait faire l'Iran. Donc, ils ont arrêté d'assurer les navires, d'envoyer les navires. La menace, elle suffit. La menace suffit quasiment. L'histoire des mines. Ouais. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des mines. On est aujourd'hui, les spécialistes militaires sont quasiment sûrs qu'il n'y en a pas eu de mines. L'histoire des paquebots dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont passés au sud, démontre, ils seraient passés au-dessus des mines, grosso modo. Qu'il n'y avait pas de mines, c'est juste une menace, c'est juste une façon de faire peur. Sur les câbles, on a un peu l'impression de la même chose, parce que les Iraniens, évidemment, ont des petits sous-marins de poche Gadir, ils ont des drones navals, ils ont des navires qui pourraient laisser traîner leur ancre au fond, mais la garantie de succès pour vraiment faire des gros dommages, elle est loin d'être avérée et les Américains pourraient réagir. En revanche, ils font peur à tout le monde et cette manière-là, ils peuvent, je suis d'accord avec vous, mettre à bas les économies des pays du Golfe, à commencer par ce qui est le plus symptomatique, Dubaï. Oui, alors, Ahmed et puis Sébastien. Un petit bémol quand même sur l'histoire de Dubaï et des pays du Golfe, parce que il faut rappeler que en 2008, il y a une crise financière internationale terrible et on voyait les gens partir de Dubaï, laisser leur Ferrari, Lamborghini, etc. Et l'Émirat n'est pas tombé pour autant. Et avec la reprise économique, tout a repris. Là, il ne faut pas oublier qu'il y a des intérêts, des interconnexions et des intérêts iraniens dans les pays du Golfe et surtout aux Émirats, avec 1,5 million d'Iraniens, des comptes bancaires, des investissements. Et peut-être que les Iraniens y penseront quand même à 2 fois avant de détruire tout cela. Au Qatar, il y a un puits qui est commun de gaz aux 2 pays. Et donc, pareil, ils vont quand même penser à 2 fois. Rassurez. Non, mais moi, je suis très sincère. Moi, je fais partie des gens qui pensent que l'économie de marché, même quand elle est un petit peu bling-bling, comme c'est le cas dans les pétromarchés, c'est un élément d'apaisement du monde. C'est ma conviction. Peut-être, voilà. Je pense que je suis très, ça mettra des années. Je suis pressé de revoir l'économie de marché. Le champ gazier reste commun. Refleurir sur ces pays-là. C'est l'économiste qui va parler. C'est-à-dire qu'on voit bien avec le détroit d'Ormuz que, si vous voulez, l'économie de marché, elle dépend de l'économie de la dépendance à la ressource. C'est-à-dire qu'aucun marché ne peut fonctionner sans ressources. Et c'est là tout le problème de l'artère, de cette artère. C'est comme en médecine, quand une artère est un petit peu bouchée, il y a la pression qui augmente et puis on est proche du cataclysme. Mais j'aimerais revenir sur les destructions parce que faut aussi s'imaginer que du côté iranien, il y a plus de 300 milliards de dollars de destruction. Il y a une cinquantaine d'universités qui ont été visées, plus d'une centaine d'écoles, plus de 5000 logements qui ont été détruits. 70% du PIB, ça donne l'ampleur. Voilà, des infrastructures diverses, ponts, routes, énergie, sites culturels, plus de 120 sites culturels, parfois au site de l'UNESCO. Donc on est là autour de 6 points de PIB par rapport à l'économie iranienne. Donc les Iraniens sont aussi dans une situation... Vous savez, Sébastien, hier nous avions un philosophe et géostratège qui était ici et qui disait il y a un sujet dont on ne parle jamais, c'est la question du paiement des dommages de guerre. La question des $3 par baril, qui est le fameux péage, c'était une façon camouflée, assez facile à digérer pour les Américains de payer les dommages de guerre. C'est un protocole avec l'Iran. Ils veulent des centaines de millions de dollars de réparation. On dit il y a des lignes rouges pour les Américains, très bien, le nucléaire, etc. Mais pour les Iraniens, le paiement des dommages de guerre, c'est une ligne rouge. C'est très important. Et je crois, là, on attribue beaucoup la responsabilité aux Iraniens, mais moi, j'aimerais qu'on revienne aussi un petit peu sur l'erreur, voire la faute de Donald Trump dans cette guerre. C'est-à-dire que c'est lui qui a décidé, qui a pris la décision, pendant qu'il y avait des négociations, d'entraîner le monde dans cette situation. Et je crois que alors c'était un coup de poker, c'était un pari. Si ça avait marché, peut-être que on serait tous heureux, le régime serait tombé, etc. On serait passé à autre chose. Sauf que quand on prend ce genre de décision, il faut être sûr de son coup, parce que maintenant on se retrouve toute l'économie mondiale dans cette situation. Donc il y a aussi une responsabilité dans cette décision-là. Et je crois que et je veux pas attribuer ça à la responsabilité. Vous savez, attendez, je reviens juste là-dessus aussi. Moi, quand j'étais en Iran, j'ai rencontré des gens
gens qui m'ont dit on n'a pas besoin de l'arme nucléaire, on a le Golfe Persique, on a le détroit d'Ormuz. Si vous voulez, pour eux, c'est une arme de dissuasion. Et pour eux, ils avaient envoyé des signaux aux Américains en disant que si vous nous attaquez, nous allons faire exactement ce qu'ils ont fait. Et ce qui est horrible dans ma situation, c'est que moi j'aurais pu vous écrire avant la guerre le scénario de cette guerre. Ah mais vous savez, sur ce plateau, avant le début de la guerre, ça avait été déjà évoqué. Et voilà. Ils ont le détroit d'Ormuz et ils pourraient le bloquer. C'était évident. Enfin, je veux dire qu'on connaisse depuis l'Antiquité, ils ont le détroit d'Ormuz. C'est un endroit qu'ils connaissent par cœur. Ça doit surprendre personne. On parlait de Donald Trump. Juste, on voulait revenir sur Donald Trump parce que là aussi, ce qui nous a interpellés, c'est le changement de langage. Le président américain, vous le savez, a beaucoup parlé de changement de régime depuis son intervention. Il n'a de cesse de dire que ce régime a changé avec des dirigeants qui sont beaucoup plus raisonnables. Par exemple, plus sympa. Beaucoup plus sympa. Exemple parmi d'autres, ce message-là posté à la fin du mois c'était le 30 mars. Oui. Les États-Unis sont en discussion sérieuse avec un nouveau régime plus raisonnable. Ça, c'était il y a 3 semaines. Voilà, dit-il en gras. Par exemple, c'était un exemple parmi d'autres. Or, hier, quand il répond aux questions d'une télévision américaine, il a plus du tout le même discours et les mots sont pas du tout les mêmes. Alors là, évidemment, on s'est dit il y a quelque chose qui est en train de se passer. Écoutez. Ils ont l'air d'être assoiffés de sang. Ils sont dirigés par des gens vraiment, vraiment coriaces, et je ne dis pas ça dans le bon sens du terme. Je pense que c'est très négatif pour le pays, car nous sommes bien plus forts qu'eux. Bon, alors, Renaud Pila exige la parole. Il exige la parole. On est passé d'un régime raisonnable à des gens assoiffés de sang. Que s'est-il passé là ? Non, mais une fois de plus, il nous prend pour des jambons, Donald Trump. Il nous prend pour des jambons depuis des semaines. Il réagit à l'instinct de propagande. Je suis désolé, c'est de la propagande. Et donc, il ne dit pas la réalité, il ne dit pas la vérité. C'est pour ça que cette guerre est aussi compliquée à suivre. Il disait que le régime avait changé, que maintenant ils étaient rationnels, qu'ils comprendraient les choses. Maintenant, aujourd'hui, il est totalement bloqué. Une fois de plus, cette nuit, qu'est-ce qu'il a posté ? Il a fait un aveu absolument incroyable. Il a dit, vous savez, on tient avec ce blocus le détroit d'Ormuz et ça va marcher beaucoup mieux que les bombardements parce que ça fait des décennies qu'on bombarde l'Iran et ça fonctionne pas. Non mais attendez. Ça veut dire et ça fonctionne pas. Que n'a-t-il pas fait ça ? Alors je suis pas patron de l'armée américaine, mais que n'ont-ils pas fait ça ? Il y a 8 semaines, on a perdu 8 semaines. Et dernière chose. Non, pas dernière chose. L'émission continue. L'émission continue. Mais attendez. Dernière parole. Dernière parole. Vous serez débarrassé. Après c'est la retraite. Terminé. Non, c'est bon. Est-ce qu'il parle de régime sanguinaire maintenant, assoiffé de sang ? Est-ce qu'effectivement toutes les sources semblent aller dans le même sens ? A priori, c'est bien les gardiens de la Révolution. C'était ça le risque. Pris le pouvoir. C'est pour ça que moi j'étais un petit peu choqué par cette guerre, parce que si vous voulez, on a le régime est amoindri, mais à l'intérieur du régime, les gens se sont radicalisés. Faut se souvenir que le guide suprême actuel, donc le nouveau, il a perdu son père, sa mère, sa femme, sa nièce dans les premiers bombardements, et tous les militaires qui sont en ce moment en poste. C'est là tout le problème de cette guerre, c'est-à-dire que nous avions une génération qui était sortie de la guerre en Irak, c'était en fin de parcours, un peu embourgeoisée, un peu vieux, etc. Et là, en liquidant finalement toute cette partie-là de l'échiquier politique iranien et militaire, on a provoquer un renouvellement de la génération et un renouvellement avec des nouvelles têtes qui vont être extrêmement radicalisées puisque leurs aînés ont été tués. Le fameux coup d'État, car au fond, vous nous dites qu'il y a eu radicalisé, sans que nous l'observions nous avec nos jumelles, il y a eu un coup d'État en Iran. Écoutez, moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, mais déjà, quand vous dites embourgeoiser sur le plan, il est vrai, de la rente qu'ils avaient accumulée, parce qu'on avait beaucoup de gardiens de la Révolution, d'anciens combattants qui avaient bâti des fortunes personnelles. Après, on avait les petits éléments du régime qui avaient un intérêt à ce que ça continue pour des raisons pécuniaires. Les 115 milliards de dollars de Mojtaba Khamenei de fortune. 115 milliards de dollars. C'est l'économie politique, finalement, de la terreur aussi qui a fait tenir ce régime et qui a fait participer de nombreux Iraniens au régime. Mais là, je suis assez d'accord, c'est-à-dire que là,
cette guerre, parce que justement il n'y a pas eu de changement de régime et qu'il n'y a pas eu de chute de la République islamique comme ça a été annoncé. Et là, on pourra quand même revenir sur les circuits de décision à Washington, qui a influencé qui, parce qu'il y a eu une telle aussi guerre des narratifs au sein même des institutions américaines que je pense que Donald Trump s'est fait happer par cette tendance interventionniste qui a sans doute fait croire qu'on pouvait rapidement en venir à bout. Cornaqué par Tel Aviv. Oui, voilà, qui est faible à Washington. De l'intensité des frappes, etc. Mais juste pour finir, moi je suis tout à fait d'accord, cette guerre, elle va provoquer un renouvellement générationnel, révolutionnaire. Elle va redonner de l'élan à ce modèle de la République islamique. Alors est-ce qu'il sera plus militaire que théocratique? Mais en tout cas, le schisme révolutionnaire, là, connaît un nouvel élan. Les visages, on s'arrête. Oui, les visages, alors... C'est-à-dire qu'ils ont mis une pièce dans l'idéologie, si vous voulez, du régime. Et pour avec l'exemple de Mohsen Rezaï, vous avez raison, celui qui est sur la gauche de l'écran. Qui a tué effectivement son propre fils, qui était contre le régime, conseiller militaire du guide suprême, membre du conseil de discernement iranien depuis 28 ans. Ahmad Vaini, c'est le nouveau chef des gardiens de la Révolution. Il est recherché par Interpol parce qu'il est soupçonné d'être derrière l'attentat, vous savez, commis en Argentine en 94, qui avait tué 85 personnes. Et puis Mohammad Bagher Zolgador, c'est lui qui a pris la tête du Conseil suprême de sécurité nationale lorsque Ali Larijani avait été tué le 17 mars. On disait que c'était l'un des piliers du régime. Donc en fait... Il n'y a pas de renouvellement de génération vraiment quand même. Pas de renouvellement de génération. Des durs du régime qui sont là qui se passent les postes de ministre de la Défense, commandant des gardiens de la Révolution, c'est des miliciens. Oui, tout à fait. Pour ceux qui connaissent l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, c'est la tendance Joseph Darnan. C'est la tendance Joseph Darnan. C'est des miliciens. Voilà. Et Rezaï, ça a été dit à l'instant. Il n'y a pas de modéré, ça n'existe pas en fait. Songez que cet homme sur la gauche a fait exécuter son propre fils parce qu'il était opposant au régime. C'est juste quelqu'un qui était contre le régime, voilà, et que c'est assez fréquent d'ailleurs au sein des gardiens de la Révolution et des mollahs qu'on fasse exécuter son propre enfant parce qu'il est... Donc quand on dit que c'est les durs qui ont pris la main sur le régime de la République islamique d'Iran, c'est pas une litote, hein, c'est des durs. Et on peut revenir à la question de l'évaluation aussi de ce qu'est l'Iran avant d'entamer ce conflit et cette guerre, parce que 47 ans, ça fait quand même deux générations et demie. Énormément d'Iraniens sont nés sous le régime des mollahs, des gardiens de la Révolution, ont été à l'école, ont été instruits et embrigadés. Et aujourd'hui, le fait que, par exemple, beaucoup de sources occidentales disent non, mais finalement, il n'y a que 15% des Iraniens qui soutiennent le régime, ils veulent, dans leur très grande majorité, s'en débarrasser, etc. Quand ils voient les performances, entre guillemets, de ces gardiens de la Révolution, ils peuvent plutôt, et voir leur pays détruit, d'un côté, ils se disent, finalement, ils sont pas si... Est-ce qu'on peut écouter un dirigeant ? Parce que visiblement, c'est une première. Siavosh Ghazi, qui est correspondant à Téhéran, nous disait que ce n'était jamais vu. Écoutez bien, c'est un responsable du régime qui parle du nucléaire. Posséder ces armes nucléaires et ces moyens de puissance empêche quiconque de nous attaquer. Nous devons être forts. Aujourd'hui, si nous ne le sommes pas, l'ennemi nous attaquera. Et donc, d'après Siavosh Ghazi, c'est la première fois qu'un responsable du régime affirme publiquement qu'on veut l'arme nucléaire. Ça va dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire, vous disiez, régime entre guillemets purifié parce que les vieilles barbes sont mortes, voilà, avec cette guerre, et qu'on a une génération qui a les dents plus aiguisées, plus méchantes, et on a des religieux, des caciques du régime qui osent dire ce qu'on ne disait pas avant dans le camp iranien, c'est-à-dire le nucléaire, pour nous, c'est vital. On le savait déjà. On le savait déjà, mais ils le disent maintenant. Oui, voilà. Ils le disent, Myriam. C'est le rapport entre, si vous voulez, je finis juste là-dessus, officiellement, depuis 47 ans, les Iraniens disent on ne veut pas la bombe. Ils ne disent pas qu'ils ne veulent pas avoir une capacité à pouvoir en disposer un jour. Mais ils disaient, depuis Khamenei, le père, qui avait même une fatwa pour dire on s'interdit d'avoir la bombe. Et c'était vraiment un discours, moi, que j'ai connu de l'intérieur en Iran, quand on discutait avec à peu près tous les Iraniens, non, nous, on ne veut pas la bombe.
Et là, on a donné un argument, si vous voulez, parce que l'arme nucléaire, c'est un moyen de dissuasion. Et donc, on a donné un argument au dur, si vous voulez, pour dire ah bah maintenant, puisque cette fatwa en plus s'est éteinte avec l'ancien guide suprême, maintenant, eh ben il va y avoir un débat à l'intérieur de l'Iran pour dire bah pourquoi pas avoir la bombe. Non, je voulais revenir sur cette notion-là de renouvellement générationnel. On s'est peut-être aussi fait un peu intoxiquer par une certaine, je dirais, quand je parlais des narratifs de guerre, une certaine vision de l'Iran de l'intérieur qui ne correspondait pas nécessairement à tout l'Iran, parce que les manifestations, c'est les centres urbains. Alors il y a eu une extension de la contestation, il y a une animosité, une haine du régime qui est largement répandue. Mais là, moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y aura pas de renouvellement générationnel au sens de changement politique, parce que je me demande quand même si cette guerre ne va pas... Là, en laissant le caractère théocratique, comme je l'ai dit, chiite, révolutionnaire du régime de côté, vous parliez des vidéos de propagande, il y a l'aspect pan-islamiste, mais il y a aussi quand même le regain là, de nationalisme iranien. Et là, on risque de voir quand même des segments de la société qui, pourtant, détestent le régime pour d'autres raisons, se rallier d'une manière, je dirais, quasi liée à la survie. La réalité, parce que en raison des dommages de guerre, des pertes économiques, parce que, à mon avis, l'Iran va quand même être dans une situation d'isolement, etc. Donc, les Iraniens sont quand même les grands perdants si la question était de leur apporter du changement. Ils vont toucher du doigt la réalité de la menace du grand Satan, les Américains, et du petit Satan, les Israéliens, qui leur est rabâché depuis des années et des années et des années, mais qui n'était pas forcément tangible. Là, ils la touchent. Les Iraniens d'autant plus perdants que les condamnations à mort repartent gravement à la hausse. C'est du jamais vu depuis 1989. Et ça s'est encore accéléré depuis le 28 février, preuve que le régime veut montrer qu'il a encore la main sur sa population.